5 journalistes qui sont à côté de moi. Je vais vous les présenter l'un après l'autre. Donc, Elena Voloshin, qui est grand reporter, auteur du programme Vue de Russie sur France 24, ancienne correspondante en Russie où elle a exercé pendant 10 ans. En 2016, elle a réalisé un documentaire intitulé Le choix d'Oleg avec James Keogh, qui explore le destin de combattants russes sur le front du Donbass. Elle a également un livre à paraître à la rentrée sur la propagande de Vladimir Poutine et comment celle-ci a façonné la guerre russe en Ukraine et la Russie actuelle. Margarita Logienova, journaliste de Viotzka, elle anime le podcast Les avantages d'être séropositif. Elle publie dans Takiediela, Mediazona, Service russe de la BBC, Medusa et encore d'autres médias indépendants. Jusqu'au printemps 2023, elle travaillait en Russie, couvrant des sujets comme le recrutement de détenus sibériens pour la guerre en Ukraine, la persécution des activistes anti-guerre, les problèmes sociaux aggravés par le conflit et les histoires de familles touchées par la mobilisation et la perte de leurs proches. Depuis mars 2023, elle vit à Prague avec ses enfants. Paul Gogo, journaliste pour BFM TV, Ouest France, l'Express, longtemps basé à Moscou, ex-correspondant en Ukraine. Il est l'auteur d'un livre paru en février 2024 qui s'appelle « Opération spéciale » aux éditions du Rocher et qui trace les 10 ans du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Natalia Kildiarova, journaliste, biologiste de formation, correspondante depuis 2021 pour Daptar et UA South, entre autres. Elle couvre spécifiquement la corruption en Tchétchénie et le clan Kadyrov, les droits des femmes et des minorités sexuelles dans le Caucase du Nord, ainsi que les diasporas en Turquie et dans le Caucase. Et enfin, Alexei Ponomarev, journaliste et musicien. Auparavant, il travaillait pour des podcasts de Medusa et sur le projet éducatif Arzamas. Et actuellement, il édite des podcasts pour le média Holod. Il est l'auteur du podcast La guerre qui n'a pas eu lieu sur l'histoire des guerres tchétchènes et lauréat du prix Red Collegia pour la première saison du podcast Route 161. Prix Red Collegia qui est un prix prestigieux pour les journalistes indépendants russes. Il est co-auteur du podcast russo-ukrainien Kavachai, littéralement café-thé. Donc en fait, on va aborder une question qui est assez délicate pour les journalistes, une question déontologique. Comment un journaliste qui est aussi citoyen et qui a sa propre opinion, doit-il et peut-il couvrir des événements tels que la guerre russe en Ukraine et la dictature en Russie? Doit-il rester impartial, c'est-à-dire couvrir les faits en gardant une certaine neutralité, ou au contraire pratiquer un journalisme militant? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un journalisme impartial? Qu'est-ce qu'un journalisme militant? Et je pense qu'avec vos expériences et votre questionnement sur votre métier, vous allez pouvoir nous aider à avancer un peu plus sur le sujet. Margarita, je vais commencer avec toi. Tu as couvert les problèmes sociaux en Russie, et notamment l'épidémie de VIH. Tu t'es pas contenté de décrire la situation, mais tu t'es vraiment impliqué dans ces sujets. Tu as fait du bénévolat. Comment tu vois ton rôle, notamment depuis l'invasion russe de l'Ukraine? Est-ce que tu traces une frontière entre ton rôle de journaliste et celui de militant ou de bénévole? Merci Jeanne pour cette question. Effectivement, il est assez compliqué de dire quelque chose après avoir vu ce film sur ces fixeurs incroyables en Ukraine. Moi, j'ai pas eu l'occasion, la possibilité d'aller en Ukraine et de faire des reportages là-bas, mais j'essaie de faire mon travail tant que je peux. Comme l'a dit un des personnages de ces films, quelqu'un doit faire ce travail. Et donc moi, ça fait effectivement 15 ans que j'écris sur la société russe et actuellement au sein de
ce média Verska qui est apparu 2 mois après le début de la guerre et qui était une sorte de réponse aux problématiques de liberté de presse en Russie. Donc c'est ce média qui m'a donné la possibilité de travailler dans les conditions que je trouve nécessaires. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à cette question. Comment un journaliste peut rester au-dessus de la mêlée et rester neutre, rester objectif? Donc ma réponse courte, c'est que je ne sais pas. Je plains tout le monde. C'est très compliqué de le dire ici, dans cette salle, mais comment on peut rester au-dessus de la mêlée? C'est-à-dire que tu dois ne pas prendre position, mais je ne peux pas ne pas prendre de position parce que je sais que la Russie, dans cette guerre, est le pays agresseur. Donc moi, je suis toujours du côté des droits humains et des libertés et du côté des pays qui défense les libertés. Donc, pour l'instant, actuellement, là, je suis du côté des Ukrainiens qui souffrent de cette agression. Et les soldats russes, comment ils se retrouvent dans cette situation? Et là, je dois dire que, comme j'ai beaucoup écrit sur la société russe pendant des années, je sais comment les initiatives citoyennes les associations fonctionnent en Russie. Donc, je ne sais pas à quel point vous savez comment est organisée l'aide sociale à l'enfance, par exemple, en Russie. Donc, nous avons beaucoup travaillé pour réformer ce système pour que chaque enfant ait une famille. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Russie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui sont toujours dans les orphelinats partout en Russie. Et vous devez comprendre que une personne qui grandit sans amour, sans famille, c'est une personne cassée. C'est une personne qui ne voit pas de valeur à sa vie ni à une vie de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, dans cet État, dans ce pays, personne n'a essayé d'aider ces enfants et ces enfants ont grandi, ils sont devenus les soldats parfaits pour cette armée d'agresseurs. Parce qu'ils savent très bien que personne ne se soucie de leur destin et personne ne va leur donner un appartement ou des moyens de subsistance. Ils n'ont rien proposé. Donc, soit leurs parents sont morts, soit leurs parents ont abandonné leurs enfants. Et c'est un monstre, en fait, qui reproduit sans cesse cette violence, cette absence d'amour. Donc, en fait, oui, je suis très en colère contre ces garçons russes qui signent le contrat avec l'armée, les forces armées. Et donc, c'est très difficile pour moi de rester au-dessus de la mêlée parce que je sais très bien pourquoi ils se retrouvent dans l'armée. L'État russe, Alexei, peut aussi parfois lui-même pousser des journalistes, je dirais, à devenir militants. C'est un peu ce que tu avais vécu avec le raid contre l'ENTA en 2014. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qui s'est passé après l'annexion de la Crimée pour cette rédaction, pour d'autres rédactions, et peut-être les raisons qui ont poussé certains journalistes à devenir plus militants? Да, это, кстати, хороший заход, потому что действительно я начинал как новостной журналист, и в издании «Лента.ру», которое в тот момент... Dans le média Lenta.ru, qui était effectivement l'un des médias indépendants avant l'annexion de la Crimée en 2014. Et donc, on nous a toujours appris qu'il fallait montrer deux points de vue contradictoires, même s'il s'agit d'une situation, par exemple, si on couvrait une manifestation, il y a donc, par exemple, les chiffres que donne l'opposition, il y a les chiffres que donnent les forces de l'ordre. Et nous savons que ces chiffres ne sont pas très exacts parce que l'opposition va les gonfler ou les forces de l'ordre vont les diminuer.
Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, nous avons toujours essayé d'entendre la position officielle de l'État russe. Et même en 2014, lors de l'annexion de la Crimée, moi je suis partie de la rédaction de l'ENTA.ru parce que notre rédactrice en chef, Galina Timchenko, a été limogée. Et je suis partie et j'étais chef de service d'information dans le média Slon.ru. Et c'est de fait là que le conflit en Ukraine a commencé, le conflit dans le Donbass notamment. Donc moi, par exemple, j'avais le numéro de téléphone de Dmitry Peskov que je pouvais appeler à tout moment. Et par exemple, je l'ai appelé une fois. Il m'a dit oui, désolé, là je suis en déplacement, il est 3 heures du matin là où je suis. Donc en fait, il était accessible, on pouvait tout à fait lui poser des questions. Donc ça faisait partie de notre travail professionnel. Aujourd'hui, la situation, bien sûr, a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune envie de demander des commentaires à Lavrov, à Peskov, parce que vous savez que la veille de l'invasion russe, Lavrov disait non, bien sûr qu'il n'y aura pas d'invasion. Donc, il nous mente sans cesse. Donc, pour l'instant, on ne sait pas comment on peut rester au-dessus de la mêlée, alors qu'une des parties nous ment sans cesse et nous le savons pertinemment. Donc, si Peskov nous dit qu'il n'y aura pas de mobilisation, nous pouvons nous dire oui, c'est sûr qu'il y en aura une. Donc, bien sûr, quand la guerre a commencé, moi, je ne suis plus dans les actualités. Heureusement, et je suis très content que j'avais changé de métier. Donc maintenant, je travaille dans les podcasts. La guerre qui n'a pas eu lieu, par exemple, c'est un podcast sur la guerre en Tchétchénie que nous travaillons dessus avec beaucoup d'attention. Nous checkons toutes les données. Nous utilisons notamment des données de Mémorial, justement, qui nous donnent les informations pour nourrir notre podcast. Mais en ce qui concerne la guerre actuelle, donc moi j'avais commencé dès les premiers jours de cette guerre à faire ce podcast Kavachai avec ma collègue ukrainienne Anna Filimonova. Et c'est un podcast qui ne prétend pas avoir une position neutre et objective. Bien sûr, c'est une conversation entre nous deux et pour nous, c'était très important de continuer cette conversation. Et Anna me dit aussi que ce n'est pas une conversation sur la guerre. Et après, moi, bien sûr, je suis très claire dans ma position. Je soutiens l'Ukraine et j'espère que l'Ukraine pourra retrouver tous ces territoires occupés aujourd'hui. Mais moi, il se trouve que moi, je suis russe, j'ai un passeport russe et c'est pas une guerre entre les personnes qui détiennent des passeports russes et les personnes qui détiennent des passeports ukrainiens. C'est une guerre entre les personnes progressistes contre les personnes qui soutiennent des positions pro-soviétiques, pro-impérialistes, etc. Donc, nous, on peut dire, oui, bon, peu importe quel passeport tu détiens, l'important, c'est les valeurs que tu défends. Mais aujourd'hui, il y a bien sûr beaucoup d'Ukrainiens qui ne veulent pas parler aux journalistes russes. Donc moi, je ne peux pas être au-dessus de la mêlée, bien sûr. Et je suis d'accord avec Rita, je suis très claire dans mes positions. La Russie, c'est le pays agresseur dans cette guerre. Donc, quand je pense à mes amis, à mes proches qui sont restés à Moscou, en Russie, bien sûr, je ne voudrais pas que Moscou soit bombardé parce qu'il y a des proches à moi qui sont là. Donc moi, je ne peux pas, par exemple, comme Petr Verzilov, combattre aux côtés des Ukrainiens parce que je reste journaliste et je reste russe et citoyen russe, donc j'ai des émotions aussi qui sont liées à cette situation. Donc c'est bien sûr une situation difficile, mais nous essayons de mener notre travail de la façon la plus professionnelle possible. Et par exemple, quand dans Kavachai, nous recevons des invités ukrainiens, nous menons des dialogues, nous conversons très bien. Donc ça nous prouve aussi que nous avons des valeurs communes et nous pouvons tout à fait parler ensemble. Donc peu importe, encore une fois, la couleur de notre passeport. Et quand je dis que je suis musicien, effectivement, moi, je donne des concerts dans les capitales de l'immigration, de la nouvelle immigration russe.
Souvent, les Ukrainiens me disent merci d'être de leur côté. Ça me fait chaud au cœur et c'est quelque chose de très important pour moi, bien sûr. Voilà une réponse assez longue à une question courte. Et Paul, toi qui es à Moscou régulièrement, comment tu fais pour traiter les discours officiels russes qui sont emplis de mensonges, de propagande le plus souvent? Alors, je crois que c'est une question qu'on se posait de toute façon déjà avant le début de la guerre, mais effectivement on se la pose d'autant plus maintenant avec cette vision des choses de la part des autorités russes qui veut que si on est correspondant à Moscou, c'est qu'on est aussi là pour justement quand Dmitri Peskov et toute cette clique s'exprime, qu'on soit là pour diffuser leurs propos. La difficulté, c'est que nous, on fait encore du terrain en Russie. On n'est plus très nombreux, mais on essaye d'en faire encore. Et on sait que souvent, ce qu'on nous dit, on sait que c'est faux. Et puis moi, j'en ai fait en Ukraine du terrain et en plus et dans le Donbass, donc je sais à quel point c'est faux souvent ce qu'on nous raconte. Et donc c'est la vraie difficulté. L'avantage, c'est que je fais beaucoup de presse écrite et dans la presse écrite, généralement, on a la place de les citer et de recontextualiser, d'expliquer pourquoi ils nous disent ça, pourquoi ils veulent faire passer ce message-là. Il y a d'autres situations, on parlait de BFM notamment pour qui je travaille, des situations qui posent vraiment question. Récemment, par exemple, BFM, j'ai été pas pour du tout, a mis le député Piotr Tolstoï à l'antenne pendant plusieurs minutes. Il s'est exprimé en français, il a tenu un discours totalement fasciste en français. Et ça a fonctionné. Alors ça fait de l'audience. Et c'est certainement pas pour rien qu'on met encore ce genre de personnes à l'antenne. Mais ça pose de vraies questions. Alors on a eu ce débat. Moi derrière, à la rédaction, j'ai tenté de lancer le débat. J'ai expliqué. Moi, je vois pas pourquoi on donne la parole à ces personnages-là avec une contradiction qui est très limitée parce qu'en fait, ce sont des gens qui prennent la parole pour faire peur et donc ils parlent pas vraiment aux journalistes qui sont en face de lui. Ils s'expriment au soutien du Kremlin en France, à tout ce qui peut jouer le relais du Kremlin en France. Donc c'est pas une vraie discussion qu'on a. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de vrai débat. Et il y a des bons journalistes à BFM qui ont tenté d'apporter la contradiction, mais ce format ne permet pas tout ça. On a eu ce débat et on m'expliquait, on donne bien la parole à Vladimir Poutine, on essaie bien de citer les officiels russes régulièrement. Les gens vont comprendre d'eux-mêmes à quel point ces gens sont dangereux, à quel point ces propos sont radicaux. Et je suis d'accord, la majorité des gens qui vont voir ça à l'antenne vont se dire ces gens sont fous. Je pense que c'est comme ça qu'on va le comprendre. Mais il y a aussi en France, comme partout en Europe, en Occident, des gens qui adhèrent de plus en plus aux théories du Kremlin, au point de vue du Kremlin, aux rhétoriques du Kremlin. Et c'est à ces personnes-là que ces gens parlent. Donc il y a un vrai débat que nous, on essaye. Alors moi, je le mène avec moi-même à Moscou, c'est-à-dire que moi, j'ai affaire au discours officiel à Moscou et j'essaie de comprendre au quotidien comment... mais qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je dois les diffuser? Comment je dois les diffuser? Comment je dois les contextualiser? Et comme je suis journaliste indépendant, eh ben, j'ai aussi ce débat, ce combat même avec les rédactions françaises. Donc je suis un peu entre les deux feux. J'essaie de réfléchir moi-même à comment je dois traiter les choses et essayer de convaincre parfois les rédactions à Paris. J'ai cité BFM, mais il y a plein d'autres rédactions qui sont capables de travailler de cette façon-là. Et je dois essayer de convaincre les rédactions parfois de travailler d'une façon ou d'une autre. Oui, et justement, je me tourne vers toi, Elena. Tu as beaucoup travaillé sur la propagande et certainement vu aussi des journalistes qui avaient peut-être la volonté d'avoir une certaine impartialité pris par ce piège de la propagande. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça fonctionne et est-ce que, selon toi, le journaliste peut garder une certaine neutralité? Le journaliste doit absolument garder sa neutralité, aujourd'hui plus que jamais, parce qu'on est dans une guerre du mythe. Et ce que fait le mythe, c'est qu'il essaye de nous dire que les faits n'existent plus, qu'il n'y a plus de faits dans la nature, qu'il n'y a plus que des versions. Et c'est ce à quoi on a été confrontés, nous, en tant que journalistes, au début de cette guerre qui a commencé en 2014. Et c'est parce que très souvent nous n'avons pas su faire la part des choses entre les faits et les versions qu'aujourd'hui nous avons intégré, y compris jusque dans nos propres récits occidentaux de cette guerre, un certain nombre de théories
qui nous avait été soumise par la propagande et que nous ne percevons même plus comme étant quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'est cette guerre en réalité aujourd'hui. Et on connaît très mal ce premier conflit, ce conflit du Donbass qui nous a mené à cette grande guerre. Je voudrais juste faire une parenthèse pour dire qu'il y a une différence aussi, et je soutiens ce que disait Alexei, entre être un journaliste russe ou être un journaliste ukrainien et être un journaliste, moi je suis binationale, mais travaillant dans un autre espace extérieur au pays en conflit. Parce que évidemment, nous ne pouvons pas avoir la même approche et nous ne sommes pas non plus attendus pour avoir la même approche. Or, qu'est-ce qu'un fait et qu'est-ce qu'une version ? Par exemple, si on dit aujourd'hui que l'État russe est un État fasciste, est-ce un fait ou est-ce une version ? Et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas arriver sur un plateau de télévision pour dire la Russie est un État fasciste. Parce que là, je vais passer pour quelqu'un qui véhicule une version, je vais m'attirer la crise de confiance, la perplexité, le scepticisme, et je vais desservir mon propre propos. Or, si je suis une journaliste rigoureuse, je vais aller lire l'idéologue du fascisme russe, par exemple, qui est Ivan Ilyine. Je vais comparer ces textes avec les discours de Vladimir Poutine, notamment celui lors de l'annexion des 4 régions ukrainiennes, où je vais voir que ces thèses sont du copier-coller de cette personne qui a vécu à Berlin dans les années 30 et qui chantait des odes au national-socialisme et qui ne s'en est point dédié en 1948 après les procès de Nuremberg. Donc, je vais faire un travail en fait qui va être presque assimilé à celui d'historien, parce que fait Vladimir Poutine ? C'est qu'aujourd'hui, avec cette guerre, il nous plonge dans une autre époque, il nous plonge dans une guerre du mythe, il réédite des modèles, des idéologies, et c'est ce que disait l'ex-agent du FSB, KGB, Alexandre Litvinenko, le KGB ne peut pas exister sans idéologie. Et on fait souvent cette erreur aujourd'hui de continuer à considérer que Vladimir Poutine emploie des méthodes qui sont héritées de l'Union soviétique, mais on se refuse à considérer quelle idéologie sous-tend en fait aujourd'hui ce régime. Et le problème, c'est que c'est pas notre boulot. Moi, je suis super mauvaise en histoire. J'ai une très mauvaise, enfin j'ai toujours été, je m'y mets, mais j'ai une mauvaise mémoire des noms et des dates. Donc ça, c'était pas mon truc. Mais aujourd'hui, en étant journaliste et en couvrant la guerre d'Ukraine, puisque Vladimir Poutine fusionne dans un mythe qui inverse les réalités, le passé et le présent, on est obligé, on doit faire ce travail-là, parce que sinon on passe complètement à côté et on a déjà perdu 8 ans de cette guerre. Je peux raconter un tout petit peu, parce que j'ai couvert cela depuis l'annexion de la Crimée, pour vous donner quelque chose de concret, pour que l'on comprenne de quoi on parle. Lorsqu'on est descendu de Maïdan pour aller en Crimée et qu'on voyait le déploiement de l'armée russe avec Vladimir Poutine qui essayait de faire passer cela pour une révolte populaire, et qui, par cette même propagande qui était diffusée à destination de ces populations, les amenait à se soulever, et dans cette prophétie autoréalisatrice, en fait, la création du mythe forgeait son édition en 3 dimensions, en fait, dans la réalité devant nos yeux. Lorsque vous voyez cela, en fait, cette réalité parallèle se mettre en place devant vos yeux, et encore... Et donc là, en fait, il y a cette justification de la rébellion locale qui vient appeler à l'aide la Russie pour venir sauver cette péninsule des fascistes, des nazis, qui n'arrivaient finalement jamais, puisque, évidemment, bon, on ne va pas revenir sur le mythe nazi parce que ça serait trop long dans cette guerre d'Ukraine, mais dans tous les cas, il y avait cette menace fictive, cet ennemi fictif qui était érigé comme le potentiel agresseur contre qui ces populations devaient se soulever. On a observé cela, ça a été plus facile ensuite avec la Crimée, parce que la Crimée a été annexée. Vladimir Poutine a signé le décret d'annexion le 18 mars, il a admis le 17 avril que son armée avait été à la manœuvre derrière le dos des forces locales d'autodéfense, tout en disant, mais je l'ai toujours dit, que nos soldats ont été à la manœuvre. Ils ne l'ont jamais été. Pour le Donbass, ça a été beaucoup plus compliqué. Et jusqu'à présent, je ne vois pas un reportage, pas un matériau dans les médias occidentaux sur cette guerre qui ne disent pas que c'était une guerre des séparatistes pro-russes contre le gouvernement de Kiev. On sait que la Russie a joué un rôle, mais on ne sait pas lequel. Il y en a qui parlent de Wagner, il y en a qui disent que la Russie a soutenu militairement, a soutenu financièrement, mais ces schémas-là, ils existent, on les connaît. Il y a eu des fuites d'emails de Vladislav Surkov, le conseiller de Vladimir Poutine, mais c'est une histoire sur comment ces schémas se sont mis en place. Mais c'est une histoire qui n'a pas été
vraiment étudié, véhiculé, parce qu'on a besoin de schémas simplificateurs en fait pour comprendre les choses. Et qu'aujourd'hui, vous parlez de la guerre qui n'a pas eu lieu. Moi, j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle « La guerre qui n'aura pas lieu ». Parce que les guerres russes n'ont jamais lieu. La guerre de Tchétchénie n'a pas eu lieu, c'était une opération antiterroriste. La guerre d'Ukraine n'a pas lieu aux yeux des Russes, c'est une opération militaire spéciale. La première guerre, celle du Donbass de 2014, n'a pas non plus eu lieu. Ou bien elle a eu lieu, c'était une guerre des séparatistes pro-russes contre le gouvernement de Kiev. Mais Vladimir Poutine n'a pas menti davantage en 2014. En 2022, qu'il n'a menti en 2014, qu'il n'a menti en 99. C'est un régime qui déclenche des guerres sur la base du mythe. Et les journalistes en temps réel, confrontés à cela, individuellement, on peut essayer de faire quelque chose, mais des grands groupes de presse, comme la plus grande agence de presse française, pendant des années, a écrit « Les séparatistes pro-russes soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par Moscou ». Selon Kiev et les Occidentaux, c'est prendre un fait, une grande réalité fondamentale dans cette guerre et ramener ce fait à une version, parce que notre déontologie journalistique élémentaire nous impose de présenter tous les points de vue et justement de ne pas prendre parti. Et avec cet idéal de la non-prise de parti, on a cru bon justement de respecter notre déontologie en mettant entre guillemets le fait que les séparatistes pro-russes, et moi j'ai un vrai problème avec ce terme, mais je ne vais pas développer ceci, parce que j'estime que c'est aussi une créature de la propagande russe, mais voilà, ramener le fait aux versions, le Kremlin arrive à faire ça. Il arrive à le faire à échelle mondiale, parce qu'on est dans l'ère de l'information globalisée, on est face à des défis sans précédent, et je vais m'arrêter là. Pour moi, ma position, c'est de ne surtout pas faire de la contre-propagande, parce que ce qui importe pour un journaliste, c'est son intention. Et lorsqu'on a l'intention de manipuler l'opinion, de la faire changer d'avis, on est déjà dans le procédé propagandiste ou contre-propagandiste. Ce qu'il faut, c'est informer. Et pour cela, il faut être prêt à aller chercher les faits au plus profond, à les sortir, à les véhiculer. C'est la connaissance qui sera notre meilleure arme contre la propagande, parce que la désinformation, c'est encore autre chose. Mais c'est primordial et on a une responsabilité énorme, que ce soit les journalistes, les historiens aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on écrit l'histoire en temps réel, parce qu'on est vraiment dans un processus, dans ces moments historiques où l'histoire s'accélère. Et nous, journalistes, on a une responsabilité plus grande que jamais, parce qu'aujourd'hui, la désinformation, le mythe, devient global immédiatement et on perd très vite les récits. Merci. Effectivement, reporter les faits et avoir un regard honnête sur les faits. Natalia, du coup, je vais faire le lien avec toi. Le parallèle avec les guerres en Tchétchénie, justement, les mythes montés par la propagande russe, puisque tu as beaucoup travaillé sur ces sujets. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu vois comme parallèle avec la guerre russe en Ukraine aujourd'hui? Oui, les parallèles sont tout à fait directs. Tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, du point de vue du fonctionnement de la propagande, tout ça a déjà été testé tout de suite après la première guerre de Tchétchénie. Lors de la première guerre de Tchétchénie, la propagande russe n'était pas prête à ce qui allait se produire. Les journalistes faisaient leur travail, on les laissait passer. C'était encore la chaîne NTV de l'époque, l'ancienne chaîne NTV qui montrait la vérité. Et l'un des correspondants de guerre, qui est très célèbre aujourd'hui, il était en direct de Grozny après les bombardements, qui présentait les informations. Aujourd'hui, il se prononce pour la guerre en Ukraine, mais à l'époque de la première guerre de Tchétchénie, c'était des informations tout à fait honnêtes qui étaient présentées par les journalistes. Oui, c'était pas facile d'aller, de passer quelque part, d'avoir accès à certains endroits, mais les journalistes, même les journalistes des chaînes officielles, faisaient leur travail d'une façon honnête. Et il s'est avéré que l'opinion publique a pris parti des Tchétchènes.
ce qui ne convenait pas du tout au pouvoir russe. Donc, le pouvoir russe en a tiré des conclusions et s'est très bien préparé à la deuxième guerre de Tchétchénie. Quand tout a changé, c'était presque impossible de travailler. Il y avait des tournées de presse quand on ne laissait passer des gens aux frontières. Et donc, les journalistes, certains journalistes de certaines éditions étaient amenés dans des régions où on pouvait montrer des choses qui étaient bénéfiques pour être montrées. Vous avez sûrement entendu parler du journaliste, je ne sais pas si on peut mentionner la radio pour laquelle il a travaillé, Babitsky. Donc, le cas de Babitsky est très bien connu. Babitsky a été arrêté. Il était à Zendan, ou je ne sais pas s'il était à Zendan, je ne sais même plus, mais tous les journalistes luttaient pour qu'il soit libéré. Tout le monde a fait de son mieux pour qu'il soit libéré. Après la première guerre de Tchétchénie, oui, le pouvoir russe était très bien préparé. Et donc, lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, la propagande était prête à faire tout pour s'opposer au narratif des journalistes. Bien sûr, il y avait des bombardements, des explosions des immeubles, des attentats terroristes. La société tchétchène était stigmatisée donc. Lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, on disait ouais, c'est de leur faute. Hein. Ce qui n'était pas du tout vrai. Ce n'était pas leur faute dans tout ce qui s'est passé. Donc, les instruments qui ont été testés et approuvés lors de la deuxième guerre de Tchétchénie fonctionnent très bien aujourd'hui dans le cadre de présentation des faits sur la guerre en Ukraine. Tout cela est apparu déjà en Géorgie à Grozny, quand d'abord on a nié l'entrée des chars à Grozny. Ensuite, on a vu ces images à la télé, qu'il y avait vraiment des chars qui sont entrés dans la ville. À l'époque, c'était encore possible de le montrer à la télé. Aujourd'hui, en Ukraine, ce n'est plus possible. La propagande russe dit que les soldats russes ne sont pas là. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas là, de leur point de vue. Justement, Natalia parlait de voyages de presse organisés. Peut-être que, Paul, tu peux nous faire part de ton expérience. Comment on peut rester... Alors, certains journalistes refusent de participer à ce type de voyage de presse organisé, qui plus est par un État autoritaire. Comment on peut rester un journaliste... simplement avoir sa position de journaliste en participant à ce type de voyage. Oui, parce que c'est bien de le rappeler. On parlait tout à l'heure avec Elena justement de la vision du conflit, de la façon dont on présente les choses. Mais je rappelle aussi qu'on a depuis le début une difficulté d'accès au terrain et que tout ça part de faits et qu'on a beaucoup de mal à rapporter. Et notamment, surtout côté... je ne sais plus comment l'appeler, côté séparatiste, côté occupé du moins, en Ukraine, dans le Donbass, dans les régions du Sud. C'est vraiment très compliqué d'y accéder et très peu de journalistes aujourd'hui sont en capacité d'y travailler. Alors l'été 2022, je crois, si je ne me trompe pas, on s'est posé la question parce que le ministère de la Défense russe a organisé une série de voyages de presse dans le Donbass. À peu près tous les correspondants français à Moscou, je crois, ont participé à ce voyage de presse. Et moi, à la fin de l'été, on m'avait toujours pas invité et j'étais dans un mélange de jalousie d'un côté et de l'autre. Je me disais en même temps, qu'est-ce que je vais y faire? Comment je vais raconter ce qu'on va me montrer? Je sais qu'il y a des collègues qu'on avait emmenés dans l'usine Azovstal de Mariupol et on leur avait créé une belle pièce avec des croix gammées, Mein Kampf, et eux se retrouvent là-dedans. Et qu'est-ce que vous voulez raconter? Parce que vous pouvez pas prouver que c'est du faux. Vous pouvez pas non plus raconter tel quel ce qu'on vous montre. Bon, ce sont des bons, on a de bons correspondants à Moscou, donc tout le monde a réussi à raconter les choses comme il fallait, en rappelant toujours bien sûr que c'est un voyage de presse. Finalement, je crois que c'était fin août, début septembre. Les deux Alexandre, celui du FSB, celui du ministère de la Défense, se mettent d'accord en disant Paul, on l'aime pas trop, mais on va l'accepter dans un voyage de presse.
Je me dis, bon, visiblement, c'est difficile pour eux de m'inviter, donc je dis oui, j'y vais. Et là, bon, c'est voyage de presse de l'armée russe, c'était pas mon premier, j'en avais fait dans d'autres circonstances, c'est un peu la surprise, vous savez pas vraiment où ils vous emmènent. On avait compris qu'on est dans le Donbass, on nous emmène à Donetsk, on nous montre un bombardement en nous expliquant que c'est des canons français qui ont servi à tirer sur cet hôtel qui était plein de journalistes indépendants. Voilà, on comprend le message qu'on essaie de nous faire passer. Ensuite, on nous coince à Berdyansk, donc pas très loin de Mariupol, dans un hôtel sans comprendre vraiment où on voulait nous emmener. Et en fait, on comprend le dernier jour qu'ils voulaient nous emmener dans la centrale de Zaporizhia. Donc, en dernière minute, on apprend qu'on nous emmène au cœur de la centrale. Donc, vous rentrez avec des gens cagoulés dans cette centrale, vous vous baladez au milieu des réacteurs sans vraiment comprendre quel message on essaie de vous faire passer. Il se trouve que c'était une journée de visite de l'AIEA, des experts, et dont d'ailleurs le responsable de l'AIEA. On comprend donc qu'il y a une tentative de manipulation, qu'on nous lance sur ces experts pour essayer de les pousser à dire que ce sont les Ukrainiens qui bombardent la centrale nucléaire. À un moment du voyage aussi, on crée un faux bombardement ukrainien. Alors on nous met dans une cave pendant 1h30, on nous explique que les Ukrainiens sont en train de nous bombarder. Moi, je vois la porte de la cave ouverte avec les soldats en train de fumer dans la rue, et puis on n'entend rien, on voit bien qu'il ne se passe rien du tout. Donc c'est sûr que vous ressortez de ce voyage de presse-là, et je précise le contexte, avec toutes les chaînes d'État russes autour de vous, des blogueurs d'extrême droite, extrême gauche, de toute l'Europe, payés par le ministère des Affaires étrangères russe pour venir faire ce reportage. Moi, j'étais avec le correspondant de Radio France, alors on était assez solidaires pendant tout le voyage. Et bon, on a utilisé l'astuce que tous les journalistes utilisent, je pense, lors d'un voyage de presse, qui est de raconter les coulisses du voyage de presse, plutôt que de s'arrêter au contenu. Il se trouve que je connais bien les régions, donc j'avais quand même des choses à raconter sur ces régions. La centrale nucléaire, il y avait des choses à décrire, à raconter, à observer. Et les soldats nous ont laissé à peu près 25-30 minutes de liberté dans le centre-ville de Berdyansk. Et là, avec le collègue, on est parti en courant essayer de trouver des gens normaux loin des soldats, même si les soldats nous observaient, ils ne restaient pas très loin. Et on est parvenu à obtenir un peu de vérité de la part des gens qu'on a croisés. Donc je pense que... Alors, je suis content de l'avoir fait une fois, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait 2 fois. Ils nous ont permis d'accéder à des zones auxquelles on n'aurait pas eu accès en temps normal. Voilà, c'est un débat permanent, je pense, au sein des journalistes. Je ne sais pas si on doit les faire ou pas, ces voyages de presse. On n'en est pas toujours très fiers. Après, tout ce que j'ai mis dans mes reportages, je les assume totalement. Et d'ailleurs, c'était un peu marrant. Que ce soit le ministère de la Défense ou le FSB, ils m'ont demandé des copies de mes reportages après. Et les échos que j'en ai eus, c'est on ne sait pas quoi en penser. On n'a pas compris si c'était bien ou pas ce que vous avez écrit. Voilà. Dans le doute, on va dire qu'on repart de zéro et tout va bien. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, j'étais content qu'ils n'aient pas aimé mes reportages. Effectivement, c'est une expérience intéressante. Je ne sais pas si l'un de vous, journaliste russe, avait déjà fait ce genre de voyage. Нет, я не ездил, к счастью, но вообще это интересная очень тема, потому что... C'est un sujet effectivement très intéressant parce que dans la communauté de journalistes russes, il y a beaucoup de discussions à ce sujet parce que, par exemple, Sacha Tchernik de Kommersant est allé à Mariupol lors de l'occupation déjà et il a été critiqué par les autres journalistes parce qu'il a écrit un reportage assez neutre en disant, bon, il y a quand même de la vie qui renaît quelque part à Mariupol. Donc, effectivement, c'est un sujet très sensible et d'un côté, il ne faut pas montrer que tu prends le parti de la propagande. Et Kommersant, par exemple, essaye effectivement de faire passer des informations véridiques. Et d'un autre côté, effectivement, c'est très important que les journalistes trouvent des moyens aussi de contourner cette censure. Par exemple, il y a un film qui s'appelle La dénazification ordinaire. C'est quelqu'un qui est allé à Mariupol et d'un côté, effectivement, on pourrait lui reprocher d'avoir été dans cette région occupée. Mais je vous recommande ce documentaire qui est très bien. Et il commence par justement ces instructions qui ont été données aux journalistes et on leur disait par exemple surtout n'acceptez pas de la nourriture de la part des gens locaux parce qu'ils peuvent vous empoisonner. Donc effectivement
Et oui, en même temps, il montre aussi des opinions divergentes, donc des habitants de Mariupol, par exemple, qui ne sont pas contents de l'Ukraine, de ce qui se passait à l'époque où il faisait partie, il n'était pas occupé. Donc, effectivement, il y a une position officielle des autorités russes, il y a une position officielle des autorités ukrainiennes. Et effectivement, nous, on doit, de notre côté, checker toutes les versions, tous les faits, les vérifier, les publier. Donc, effectivement, nous devons filtrer ce que nous voyons sur les chaînes pro-guerre. Par exemple, quand les Ukrainiens disent qu'ils ont tiré sur un avion russe. Donc, bon, on peut voir que les blogueurs pro-guerre russes vont pleurer cet avion abattu. Donc, en tout cas, c'est un modèle nouveau pour le travail des journalistes parce que effectivement, on peut travailler avec ces données-là. Et par exemple, notre collègue Andrei Zakharov a aussi tourné un film qui décrit justement le tout début du conflit dans le Donbass et en Crimée, uniquement en se basant sur les informations officielles du côté russe. Donc uniquement les informations des autorités russes. Et en même temps, c'est quand même très clair qui a commencé cette guerre, même quand on utilise uniquement les informations officielles. Donc effectivement, c'est quelque chose de très intéressant comme approche, parce que nous voyons qu'il y a effectivement de la propagande des deux côtés. Et je ne veux pas, bien sûr, comparer la propagande du pays agresseur, donc de la Russie, mais bien sûr, il y a de la propagande du côté ukrainien également pour essayer de manipuler l'opinion publique. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose d'intéressant comme mode de travail quand tu essayes de tirer des bénéfices de ces chaînes d'information propagandistes, mais tu essayes d'en piocher quelque chose de fiable. Peut-être que tu peux parler justement, enfin, dans un autre contexte, contexte tchétchène, caucasien, du travail peut-être avec les organisations humanitaires, parce que justement, est-ce que le journaliste décrit simplement la situation? Est-ce qu'il peut aussi intervenir quand il est sur le terrain pour aider des gens? Est-ce que ça t'est déjà arrivé et qu'est-ce que tu penses être ton rôle quand tu es sur des terrains avec des gens avec lesquels tu crées des liens forcément, puisque pour faire un bon reportage, on a besoin de créer un certain lien, une certaine intimité avec les personnes qu'on interviewe et qui sont parfois en souffrance. Comment s'organise le travail avec les organisations humanitaires qui sont sur place notamment? Oui, donc en Tchétchénie. Parce qu'il n'y en a pas en Tchétchénie. Les organisations, enfin je veux dire les personnes qui aident les personnes qui aident les personnes LGBT, par exemple, ou pour les violences domestiques. Il y a des associations quand même dans le Caucase du Nord. Oui, il y en a, bien sûr. Mais bon, en Tchétchénie, ce n'est plus possible du tout, parce qu'il y a des blocs-posts partout. Et effectivement, ce travail n'est plus du tout possible en Tchétchénie. Donc, aucune organisation humanitaire ne peut y travailler. Donc, par exemple, nous avons vu le cas de Ilena Milashina qui s'est déplacée avec un avocat pour un procès. Donc, vous savez comment ça s'est terminé. Et donc, ma rédactrice, elle m'a dit un jour que quand tu envoies un message sur WhatsApp en étant en Tchétchénie, c'est déjà de l'activisme, du militantisme, et tu risques gros quand tu fais ça. Donc bien sûr, nous avons des contacts sur place, nous avons des personnes avec qui on peut travailler, avec qui on peut parler, une relation de confiance, mais il faut savoir que c'est un risque énorme pour chacun et chacune.
Donc, quand nous avons des informations qui nous parviennent de la Tchétchénie, ça veut dire que quelqu'un a risqué sa vie et la vie de sa famille pour nous faire passer ces informations, parce que le régime de Kadyrov, il prend des otages. Et nous voyons des histoires et des cas concrets de Zarima Moussaïeva et d'autres. Donc, nous savons que c'est très dangereux. Il y a quand même encore des organisations qui travaillent là-bas. Donc, en ce qui concerne les personnes LGBT, c'est une association qui est très active et qui sauve des personnes, qui aide des personnes, pas seulement en Tchétchénie, mais aussi au Daghestan et dans tout le Caucase du Nord, parce que c'est un problème énorme. Il y a une autre organisation, Mariam, qui aide les femmes, donc les victimes de violences conjugales, et nous travaillons beaucoup avec eux également. Nous sommes amis, je peux vous dire. Nous sommes collègues et amis, même si je ne suis pas militante. J'essaie de ne pas franchir ce pas. Mais en tout cas, nous les soutenons pour la couverture des cas qu'ils traitent. Et bien sûr, eux, ils collaborent avec nous. Ils nous racontent les cas qu'ils peuvent nous raconter, parce qu'ils ne peuvent pas raconter toutes les situations, toutes les histoires. Donc, par exemple, s'il y a un cas de violence conjugale, domestique ou quelque chose qui devient médiatisé, ça veut dire que c'est une situation vraiment critique. Et ça veut dire que c'est la dernière possibilité de faire quelque chose pour aider cette personne. Mais c'est toujours un signal très négatif. Et ça veut dire que ça se termine très mal, en général. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas du tout médiatisé. On n'en sait pas, on n'en sait rien. Donc, effectivement, il y a des personnes qui restent là-bas, des membres de famille qui peuvent souffrir. Donc, par exemple, quand une fille s'échappe de la Tchétchénie, c'est sa famille qui se retrouve en danger. Et souvent, la famille ne veut pas que cette fille revienne, qu'elle soit ramenée de force. Et par exemple, il y a eu des cas où un frère d'une fille qui s'est échappée a dit à sa sœur « Surtout, ne reviens pas ». Et donc, bien sûr, il va pas le dire ouvertement devant les autres en Tchétchénie. Donc, effectivement, c'est très, très compliqué de travailler dans le Caucase du Nord actuellement. Et en Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie, ce sont des régions très compliquées, très difficiles. Et le peu d'organisations qui continuent leur travail de défense des droits humains, ils sont face à des problèmes très graves, des attaques physiques, des menaces à leur vie et d'autres. Donc, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est vraiment très, très, très compliqué aujourd'hui. Et Margarita, la même question, effectivement, parce qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité, des cordes sensibles qui sont touchées quand on part en reportage et quand on parle à ces gens qui subissent des traumatismes, des choses très graves. Comment est-ce que tu arrives à la fois faire un reportage et ensuite peut-être les aider et les orienter parfois, je crois, vers des associations spécialisées? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'un jour, quand je serai vieille, je vais me souvenir de cette année après l'invasion de grande ampleur que j'ai passée en Russie, quand j'essayais de continuer à raconter ce qui se passait chez nous en Sibérie et dans d'autres régions de la Russie. Et effectivement, pendant cette année-là, dans mon travail, il y a eu des cas liés à la guerre, mais en même temps, je travaillais surtout sur des questions de la société en général, comment vit la société. Donc, par exemple, j'ai écrit sur une famille qui a plusieurs enfants et donc lors de la mobilisation, le mari a été convoqué
Et peut-être que c'est une personne qui n'était pas très intelligente, ou alors il se disait que il est assez vieux, il a des problèmes de dos, et ils n'ont pas besoin de lui dans l'armée. Mais nous savons que ce n'est pas le cas et il y a beaucoup de personnes malades qui se retrouvent dans l'armée. Donc, elle a compris que elle est face à une situation difficile et que elle a essayé de s'adresser aux autorités militaires pour qu'ils soient ramenés à la maison. Et elle n'a pas réussi, donc cette personne a été envoyée au front et sa femme est allée témoigner dans les médias ouvertement, à visage découvert. Donc elle a parlé avec moi. Moi, j'étais pas encore agent de l'étranger à l'époque. Peut-être que c'est parce que c'est pour cela qu'elle a pu parler avec moi. Et elle a parlé avec d'autres journalistes également. Et donc nous nous sommes dit peut-être que nous pouvons faire quelque chose pour que son mari revienne. Et effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller à la guerre, qui veut rester à la maison avec ses enfants et avec sa femme. Donc, si nous pouvons faire quelque chose pour qu'il revienne, je vais faire tout ce que je peux. Mais nous n'avons pas réussi. Il y a eu des généraux qui nous ont donné des promesses, mais bon, ça n'a pas abouti. Donc, il y a quelques mois, elle m'a demandé comment trouver une personne disparue en Ukraine. Et c'est donc son mari qui est disparu maintenant, qui portait disparu pendant plusieurs mois déjà. Donc, il y a eu d'autres soldats qui lui ont dit que apparemment il s'est pris une mine, donc peut-être qu'il est déjà tué. Mais aujourd'hui, donc cette femme elle se retrouve sans mari, sans argent, sans père pour ses enfants. Donc moi, pendant tout ce temps-là, j'ai essayé de l'aider, de l'orienter vers des organisations locales pour de l'aide alimentaire ou pour qu'on l'aide à construire sa maison, à finir les travaux dans sa maison. Donc il y avait quelques défenseurs de droits qui voulaient l'aider à retrouver son mari et qui voulaient l'aider même avant que son mari parte au front. Donc, cela n'a pas abouti. Donc, oui, j'essaye et je plains ces personnes-là. Et je sais que ça ne devrait pas se passer comme ça, mais nous avons de moins en moins de mécanismes, de moyens de faire quelque chose, d'améliorer une situation concrète d'une personne concrète. Mais il y a des gens qui continuent à faire quelque chose, qui essayent de continuer leur travail, qui aident les enfants, les orphelins, les personnes séropositives, les handicapés. Donc, la plupart de ces personnes-là, dans ma région, par exemple, je les connais personnellement. Ce sont des personnes incroyables qui font quelque chose d'incroyable et qui comprennent très bien d'où toutes ces problématiques viennent et pourquoi il y a autant d'orphelins, autant d'handicapés, autant de violences dans notre société. Et par contre, si ces personnes-là se permettent des prises de position politiques, c'est très certain que ces personnes-là se retrouveront sur la liste des agents de l'étranger la semaine qui suit. Donc, ces personnes perdront leur possibilité d'aider des personnes. Donc, voilà dans la situation dans laquelle nous vivons. Merci. Elena, tu as travaillé pendant 10 ans en Russie. Est-ce que le fait d'être... Enfin, tu es binational, mais le fait de travailler pour des médias français, est-ce que ta position vis-à-vis des gens que tu rencontrais pour ces reportages était différente? Quel est ton point de vue là-dessus? Oui, bien sûr. Moi, j'étais perçue comme une journaliste occidentale et donc placée dans le camp de l'ennemi. Et on parlait hier de cette société qui régule en fait son propre fond répressif, mais sans même aller jusqu'à la répression. C'était déjà une société qui, d'une certaine mesure, cette expression qu'a employée Vladimir Poutine en 2022 pour dire recracher les traîtres comme une mouche malencontreusement entrée dans la bouche, c'était déjà, à force de propagande, une société qui commençait à rejeter, avec cette image de l'ennemi, les ennemis qui étaient à l'intérieur, dirigés par les ennemis de l'extérieur pour détruire cette société. Et c'était ce que nous étions déjà en train de représenter. Je me rappelle très bien d'une anecdote en région, lors de énième élection régionale,
J'étais allée voir des habitants dont l'immeuble tombait en ruine, histoire classique, plus aucun espoir, et mon sujet était de traiter l'abandon total des Russes vis-à-vis de la chose politique, puisque le taux d'abstention s'annonçait comme record, bien que ces gens continuaient d'aduler et de soutenir le sommet, c'est-à-dire Vladimir Poutine, qui, par transfert de responsabilité, se retrouvait toujours miraculeusement au-dessus de tout ça, comme faiseur de solutions face à des responsables locaux qui, en fait, portaient la responsabilité de tous les problèmes. Et je me suis retrouvée avec ces habitants de cet immeuble qui m'ont raconté pendant 1 heure. Ah oui, pardon, et donc je n'avais pas dit que je venais là pour France 24. J'ai menti par omission, on m'a demandé d'où venez-vous. J'ai dit de Moscou. Point. Et ils étaient très contents qu'une télévision vienne les filmer. Et comme on ne me posait pas la question et que je parle russe comme une russe, eh bien, ils se sont dit, voilà, une télévision moscovite qui vient nous filmer, c'est très bien. Donc pendant 1 heure, ils me racontent que tout va mal, pas seulement l'immeuble s'effondre, mais ils n'ont plus d'hôpitaux, tout a fermé, les prix sont trop chers, il y a des trous partout, les personnes âgées se cassent des jambes, etc., etc. Histoire classique. Et en fait, après, moi, je posais des questions politiques. Je disais, mais alors, vous allez quand même aller voter pour Russie Unie, vous n'allez pas aller voter, qu'est-ce qui se passe? Et ça a éveillé la suspicion. Et ils m'ont dit, alors, mais vous venez d'où, en fait? Ben là, j'ai dit, je travaille pour la télévision française, pour France 24, puisque là, je ne mens pas. Et это засланный казачок. Donc là, c'était la taupe. Ils ont cru que je venais pour un parti politique local. Et quand j'ai dit que je venais pour vraiment... Non, je viens pour une télévision française, c'était encore pire. Parce que là, ils m'ont dit, вы хотите сказать, что в нашей стране все плохо? Vous voulez dire que tout va mal dans notre pays? Et là, c'est ça en fait. Et je me suis retrouvée dans des situations complètement absurdes lorsque, pour des reportages comme sur la réforme des retraites, où vous aviez 99% des gens qui étaient contre et tout le monde dans la rue, pris individuellement, il n'y avait plus personne pour vous parler parce que les gens avaient peur, vous voyez comme un agent de l'étranger, etc., etc. Et donc en fait, nous, les journalistes correspondants de presse étrangère, on était cette espèce de niche qui avions notre liberté d'expression, qui ne souffrions d'aucune censure, d'aucune menace, même directe, alors sauf certains... voilà, moi j'ai eu quelques problèmes pour les sujets que je traitais, mais c'est différent. Mais de manière générale, les correspondants de presse étrangère, on n'avait ni censure, ni... on avait une accréditation du ministère des Affaires étrangères qui était garante de notre capacité de travailler sans être censuré. Mais on était rejeté par les gens et je ne pouvais pas trouver des gens, j'en venais à essayer même de faire des trucs complètement antidéontologiques, comme filer des billets pour faire des interviews. Enfin, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais ce genre d'idée me venait parce qu'on n'arrivait même plus en fait, à avoir des gens qui acceptaient tout simplement, alors qu'ils ne risquaient encore pas forcément grand-chose, mais il y avait cette conscience répressive. Et à l'inverse, après 2022, lorsque vous essayez d'interroger des gens qui acceptent de vous parler par acte de résistance, là, c'est vous qui allez les flouter, parce que vous savez qu'ils prennent des risques. Et donc, effectivement, en tant que journaliste occidental, j'aurais peut-être dû commencer par là, vraiment dire un énorme merci à Mémorial. Je suis extrêmement émue d'être là. Parce que cette organisation, j'ai couvert beaucoup de choses en 10 années de correspondance en Russie, parce que c'est une zone extrêmement violente, et je ne couvrais pas que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, d'autres endroits, le Caucase, beaucoup, la Tchétchénie, avec Sergueï Babitsky, notamment, que j'ai rencontré là-bas dans les années 2010, où toutes ces histoires de torture continuaient. Le régime de Kadyrov était d'une répression avec des disparitions forcées de gens accusés de terrorisme, etc., sans aucune preuve, sans aucun fondement, des familles entières qui continuaient d'être réprimées. On a beaucoup parlé au moment des LGBT, mais il y avait des vagues comme ça d'exécutions, d'arrestations qui continuaient. Et puis la zone d'exclusion de Tchernobyl, avec des habitants qui étaient revenus là 3 mois après la catastrophe. Et puis les maires de Beslan, des années après, c'est étrange de voir à quel point, lorsque vous filmez des victimes, des années plus tard, c'est plus douloureux pour vous-même que lorsque vous avez des gens à qui il vient d'arriver un malheur, parce qu'ils n'arrivent jamais à le surmonter. Donc la guerre du Donbass, évidemment, en long, en large et en travers. Et dans toute cette série en fait, de malheurs, de douleurs humaines que vous avez à couvrir lorsque vous êtes dans cette zone, pour moi, la liquidation de Mémorial, c'était l'un de mes derniers épisodes d'actualité. Après la crise, il y a eu la crise au Kazakhstan et puis la guerre à grande échelle, et puis je suis partie.
mais ça a été le moment le plus douloureux pour moi personnellement de mes 10 années de correspondance, en fait. Même plus, parce que j'allais déjà dans cette zone avant. Parce que c'était le dernier rempart mémorial contre cette grande catastrophe qui est en train de nous arriver comme un rouleau compresseur et qu'on voyait déjà. Et ayant liquidé Mémorial, il n'y avait plus aucun... Parce que ce que fait cette guerre, c'est d'annuler en fait le réel, d'annuler la vérité. Le slogan de la guerre, c'est « La force est dans la vérité », mais en fait, c'est la vérité est du côté de la force, pour ce qui est de l'opération militaire spéciale. Et Mémorial essayait de dire « Regardez le passé pour pas que ça se reproduise ». Et non seulement regardez-le, mais voilà ce qui s'est passé en travaillant chaque nom, chaque personne, chaque détail de cette histoire de la grande erreur stalinienne. Et donc, je ne sais plus où je veux en venir, mais en gros, je veux juste te dire que on travaille dans des conditions, effectivement, qui sont complètement d'un autre ordre, difficiles à percevoir de l'extérieur. Et c'est pour ça que les gens qui sont là aujourd'hui sont vraiment des résistants. Et voilà. Bel hommage à Mémorial, en effet. Et je crois qu'on aura une présentation du projet 30 ans avant tout à l'heure. Justement, tu utilisais le passé en parlant des correspondants étrangers qui, évidemment, étaient beaucoup moins menacés que les journalistes russes avant 2022. Paul, comment ça a changé depuis Est-ce que tu te sens menacé au quotidien? Tu as des collègues qui ont des problèmes? On s'est posé beaucoup de questions déjà après 2022, après le lancement de cette offensive sur l'Ukraine. Déjà, comment on continue à travailler en Russie, parce qu'il y a toutes ces lois qu'on connaît très bien, que les Russes connaissent très bien, évidemment, qui de facto étaient des lois de censure militaire, notamment l'usage du mot guerre, mais en fait ça va beaucoup plus loin. C'est sur tout ce qui touche à l'armée russe, à la façon dont on va décrire les actions de l'armée russe, à la façon dont on va raconter ce qui se passe en Ukraine. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'il n'y avait plus beaucoup de mots qui étaient utilisables aujourd'hui pour décrire les choses comme elles sont en Russie. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Les gens aussi qui au début ne voulaient pas parler, c'était vraiment compliqué. À tel point on se demandait, parce qu'on faisait beaucoup de reportages en trouvant les gens sur Telegram, en trouvant des propos sur Telegram, et rapidement, ou dans la presse russe, la presse locale russe. Je suis aussi correspondant pour Ouest France en Russie, et je le précise au passage, il y a beaucoup de journaux et de médias régionaux encore en Russie qui, à leur échelle, font un travail qui, je pense, est très important, d'autant plus aujourd'hui, dans cette situation où les médias indépendants ne peuvent plus ou difficilement travailler en Russie. Et donc on s'appuyait beaucoup sur eux. Donc on s'est dit, mais en fait on pourrait presque faire les mêmes papiers depuis Paris. Enfin, on est plusieurs correspondants à fait cette remarque-là à un moment. Et puis les choses sont un peu passées. Les gens sont un peu sortis du choc du lancement de cette offensive. Et on s'est dit, en fait, la population russe, son état d'esprit évolue plus que ce qu'on pourrait croire. Les gens ont une vision eux-mêmes de la guerre qui évolue en fonction de ce que le Kremlin, notamment, infuse dans ses médias de propagande. C'est important qu'on soit encore sur place, qu'on essaye de raconter les choses avec, en fait, aussi cette situation bureaucratique qui fait que moi, pour l'instant, on me renouvelle mon visa et mon accréditation tous les 3 mois. Et je me vois mal abandonner ce visa, cette accréditation, parce que je sais que beaucoup de gens à Paris en ont demandé. En fait, on n'en donne plus vraiment depuis le début de la guerre, des accréditations et des visas. Donc on est de moins en moins nombreux en Russie pour travailler sur le terrain, pour aller à la rencontre des Russes. Et donc je prends ça un peu comme une obligation presque à rester sur le terrain. Non pas que je n'ai plus envie d'être sur le terrain, mais parce que c'est un terrain, on l'a beaucoup décrit, qui est très fatigant et très compliqué. Et donc aujourd'hui, on a, je ne sais pas pourquoi, les autorités russes sont pas aussi, on va dire désagréables, c'est pas du tout le mot, mais disons qu'elles sont plus radicales avec d'autres représentants de médias occidentaux. Je pense notamment aux Anglais, aux Américains. Nous, les Français, ils nous adressent encore la parole, parfois. Des fois, on ressent qu'il y a une volonté de communiquer de leur part. De l'autre côté, évidemment, on a beaucoup de pression. On ne peut plus se déplacer dans le pays comme on le faisait avant. On découvre régulièrement des situations, des endroits où techniquement notre accréditation nous permet d'accéder à ces endroits, à ces villes, mais on se rend compte que visiblement on n'est plus les bienvenus. Je pense notamment à la ville d'Ekaterinbourg et évidemment je pense à Evan Gershkovitch
notre collègue américain qui a été arrêté alors qu'il était en reportage dans cette région-là. Et c'est évidemment pas anecdotique parce que depuis l'arrestation d'Evan, on a eu la sensation, alors c'est terrible, je ne veux pas vraiment dire ça devant les confrères russes, mais nous, comme journalistes occidentaux à Moscou, quand il y avait une nouvelle loi répressive qui était passée, on se disait, ce sont les Russes qui vont essuyer les plâtres, on va voir comment ils traitent nos confrères russes et on va voir où est le risque, on va essayer d'estimer où est le risque. Et là, on se rend compte que maintenant, on est un peu... alors, la situation est beaucoup plus dure pour les Russes, mais on est un peu dans le même panier que les Russes parce que on comprend qu'on peut autant se faire arrêter que les Russes maintenant. Et que quand j'entre en Russie maintenant, j'entre dans une sorte de triangle des Bermudes où si quelqu'un au FSB à Moscou, dans une région, décide qu'il a envie de se faire un Français, il va le faire et puis il n'y aura plus personne dans tout le système de Moscou à Vladivostok pour faire demi-tour dans le processus. Une fois qu'il est arrêté, il est arrêté. Et derrière, on se retrouve dans une situation comparable à celle d'Evan, où en fait, il est pris en otage parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas vraiment d'accusation. Et on attend qu'il soit échangé contre un criminel, de ce qu'on comprend pour l'instant. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on essaie de travailler aujourd'hui et qui sont, j'ai dit ça comme ça, mais c'est évidemment des conditions qui ne sont pas totalement comparables avec celles des Russes. Quand on est journaliste russe en Russie aujourd'hui, qu'on essaie de continuer à travailler, c'est beaucoup plus risqué. Là, ces derniers jours, il y a eu 3 journalistes russes qui se sont fait arrêter, qui collaboraient avec des médias occidentaux, et qui sont des gens qui veulent aussi continuer le combat sur place, qui prennent ce risque-là, ce risque incroyable, qui sont très précieux pour nous parce que ce sont des gens qu'on voit dans toutes les audiences, qu'on voit sur le terrain, on lit leurs articles, et ce sont des yeux importants pour nous. Parce que nous, on ne peut pas être partout et qu'on a beaucoup de mal à circuler sur le terrain. On parlait tout à l'heure de parler russe avec les Russes. Moi, je dis 3 mots en russe et c'est pour ça que je ne vous gratifie pas de mon russe aujourd'hui. On comprend que je suis étranger. Et donc, je sais qu'on ne me dit pas les mêmes choses à moi qu'on va le dire à un russe. Donc, ces journalistes sont très importants. Et c'est un déchirement et un drame à chaque fois qu'on voit une nouvelle tête au tribunal. Et autant vous dire que ça arrive très souvent en ce moment. Oui, parce qu'effectivement, les journalistes russes, une fois qu'ils ont des poursuites contre eux, sont condamnés. 99%. C'est sans fin, ils finissent en prison avec des peines qui ont même plus vraiment d'intérêt parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils sortiront un jour de cette prison. Je me demande, moi, ce qui se passera quand on arrivera dans 4-5 ans à la fin logique de ces peines, comment les choses vont fonctionner, mais je pense que ça fonctionnera avec d'autres opposants. On leur ajoutera des dossiers, des choses dans leur dossier pour qu'en fait, ces gens ne sortent jamais de prison, enfin, comme on le voit en Biélorussie d'ailleurs. Oui, et l'arrestation d'Evan Gershkovitch a justement eu un impact aussi sur la couverture par les correspondants étrangers qui se sentent moins libres de leur reportage. C'est-à-dire, c'est pas forcément une question de liberté d'expression, mais on est un peu plus vigilant aux sujets qui peuvent éventuellement nous être interdits. On en a découvert un récemment qui était celui des femmes de mobilisés. On a des collègues étrangers qui ont eu des visites de la police à domicile. On n'avait jamais vu des choses pareilles jusqu'ici. Alors nous, on a encore le moyen d'appeler les autorités russes derrière pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe là, il y a un problème avec nous, on n'a pas le droit de traiter ça. Bon, on nous répond que tout va bien, que c'est un malentendu, mais enfin, le fait est que ces choses arrivent et on comprend, c'est un message qui nous est passé, on comprend qu'on n'est pas censé travailler sur ce sujet-là. Donc on découvre comme ça progressivement, mais je sais que ça peut paraître un peu naïf pour les confrères russes, parce que vous, c'est sur tous les sujets que vous êtes harcelés. Et nous, on est dans cette espèce de quête d'essayer de comprendre ce qu'on a droit de couvrir ou pas droit de couvrir. Ce qu'on n'a pas droit de couvrir, on essaie de le couvrir quand même, parce qu'on a quand même une accréditation. On est quand même là officiellement sur le territoire russe. Et je rappelle que les Russes ont eux-mêmes des journalistes accrédités en France, qu'on laisse travailler sans aucun problème en France. Donc on essaie aussi un peu de jouer là-dessus. Donc pour l'instant, on essaie de garder notre liberté d'expression de cette façon-là. On comprend que dans ce jeu, correspondant en Russie, correspondant en France, ce qu'on dit parfois n'a plus trop d'importance. En fait, les autorités russes regardent et lisent ce qu'on écrit. Mais moi, j'ai jamais de retour. On m'appelle jamais pour me dire on n'a pas aimé ce que tu as écrit, alors que j'écris ce qu'aucun journaliste russe ne peut écrire, mais je l'écris en français, donc tout le monde s'en fiche au ministère des Affaires étrangères russe.
Donc voilà, on est vraiment dans un entre-deux. On ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la tête, mais au moins, nous, on est encore là. On peut encore faire du terrain. Et on n'est évidemment pas harcelé comme les journalistes russes le sont. Brièvement, qu'est-ce que tu en penses, Elena ? Oui, je voulais juste réagir sur la question de l'autocensure, en fait, qui, quelque part, est une condition au fait de pouvoir continuer à travailler dans certaines zones, notamment dans le Donbass. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi, je suis partie de Russie, parce que je sais que je n'ai aucune limite, je ne peux pas m'interdire de raconter quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai été mise sur liste noire dans ce territoire, par exemple, de Donetsk, et on a d'ailleurs un certain nombre à l'avoir été. Mais quelles concessions est-ce qu'on peut faire avec la réalité, en fait, pour continuer à travailler dans une zone, quitte à ce qu'après, en fait, il y ait des gens qui arrivent qui ne soient pas suffisamment armés pour travailler dans cette zone, et notamment dans le Donbass envahi par la Russie depuis 2014. Lorsque vous arrivez et que vous êtes journaliste complètement extérieur, en fait, à cette situation, et que vous êtes dans cette population qui est prise d'un syndrome de Stockholm à grande échelle et qui vous raconte que les Russes sont venus les libérer et les sauver, en fait, des nazis, alors que ce sont leurs agresseurs. Lorsque vous êtes journaliste et que vous n'êtes pas armé, en fait, pour comprendre cette espèce de réalité parallèle, c'est compliqué lorsque tous ceux qui ont suivi ce conflit depuis le début ont été interdits parce qu'ils ont raconté cette réalité-là. Alors, je ne dis pas que tous les journalistes qui n'étaient pas là depuis le début ne sont pas à même de couvrir ces sujets, mais c'est quand même une question qui se pose, et c'est aussi une question qui se pose de quelles concessions est-ce qu'on peut faire aussi avec les autorités pour continuer à travailler dans ces sujets, et que vont valoir ces reportages qui auront été peut-être faciles, en fait, pour les autorités, qui auront facilité leur message, pour qu'ensuite on puisse sortir d'autres sujets. Et il y a des situations comme ça, et ça aussi, c'est un vrai défi qui est posé aux journalistes. Est-ce que ça signifie que quand on est correspondant étranger, on doit forcément être spécialiste du pays qu'on couvre ? Non, ce n'est absolument pas ce que je dis. Évidemment, et d'ailleurs, c'est souvent aussi bien qu'il y a un regard avec de la fraîcheur sur une zone et qui arrive à voir des choses que quelqu'un qui est là depuis longtemps n'arrive plus à ressentir et à ressentir le besoin de le raconter. Mais dans le cas spécifique de la Russie et de cette guerre et de ces zones, ce que je dis, c'est que c'est quand même, encore une fois, de façon absolument inédite au XXIe siècle, une guerre qui est fondée sur un mythe qui inverse complètement la réalité, et que c'est un mythe qui a été réapproprié, y compris et assimilé par les populations qui sont devenues instruments dans cette guerre de propagande, et que c'est particulièrement compliqué dans ce contexte-là pour un journaliste non armé, en fait, d'arriver et de travailler, et que dans ces conditions-là, tous les journalistes, en fait, qui connaissent très bien le sujet ayant été interdits, je trouve que ça pose un vrai défi, parce qu'ensuite, c'est une histoire biaisée qui risque, en fait, et c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui, qui risque d'être reproduite, véhiculée à grande échelle, et on perd, en fait, le récit et l'histoire réelle de ce qu'est cette guerre. Et Alexei, toi, quand tu t'adresses aux Russes dans tes podcasts, est-ce que tu t'adresses d'abord aux Russes qui sont déjà acquis, entre guillemets, à la cause anti-guerre, ou est-ce que tu essayes de toucher une population plus large, et notamment des personnes qui sont pro-Poutine ? Я боюсь, что в подкастах в целом аудитория довольно узкая по сравнению, там, например, с Ютубом. Но, конечно, как сказать, вообще это тоже интересный вопрос. Мы его много обсуждали в редакции «Холода». Дело в том, что для людей, которые... Dans les podcasts, il y a beaucoup moins de personnes qui nous suivent, comparé avec les chaînes YouTube, par exemple. Ça, c'est une bonne question. Nous en avons beaucoup parlé dans notre rédaction de Холод. Donc, le public qui a déjà une position anti-guerre, qui a tout compris au mois de février 2022, de nombreuses personnes sont contraintes à ne pas s'exprimer parce qu'ils ont peur aujourd'hui, mais ils nous soutiennent dès le début. C'est plus facile avec eux. Mais il y a ceux qui ne soutiennent pas l'idée de la communauté pro-Z, mais c'est ceux qui n'ont pas une opinion définie, qui essaient de trouver leur voie dans ce monde complexe. Donc, certains termes, certaines choses, pour eux, si l'on parle de l'annexion de la Crimée, ils le voient comme les paroles de ces personnes envoyées, des agents étrangers envoyés pour espionner. Mais en fait, la Crimée a été annexée.
Comment faire pour atteindre un public plus large, non seulement dans les podcasts? Nous essayons de maintenir une position assez neutre, de vérifier les faits, parce que nous avons des sources du côté ukrainien, mais on vérifie les informations qu'on nous donne. Nous avons une approche professionnelle, comme à l'accoutumée. Mais ce rapport entre le langage que tu choisis pour t'adresser au public, il y a des journalistes comme Michael Naki, par exemple, je ne sais pas si c'est un journaliste, déjà, il ne joue même pas à montrer l'objectivité. Lui, il est déjà impliqué dans cette guerre d'information. Mais c'est sa position, il l'exprime. Nous avons une autre position. Nous, Kolod, nous écrivons sur la Russie. Nous ne serions jamais partis si ce n'était pas pour la loi sur les informations faussées. Donc nous avons dû tout simplement évacuer tous ces gens, toute la rédaction qui restait encore en Russie. Et on continuait peut-être à collaborer avec ceux qui restent en Russie d'une manière complètement clandestine. Parce que c'est complètement impossible de continuer à parler de la guerre et dire les choses par leur nom, nommer les choses par leur nom en Russie. C'est un peu une dystopie. Je pense que pour des collègues occidentaux, ce n'est pas très clair. Moi, j'habite en Géorgie en ce moment et beaucoup de Géorgiens ne comprennent pas jusqu'à ce quel point c'est devenu absurde. À quelle profondeur nous sommes descendus. Aujourd'hui, un autre journaliste membre de Associated Press a été arrêté aujourd'hui. Hier, il y avait une personne de Reuters qui a été arrêtée. Antonina Favorskaya, celle qui a publié les dernières images avec Navalny, a été arrêtée aussi, envoyée à un centre de détention. Le FBK, l'organisation de Navalny, a été proclamée organisation extrémiste quand la guerre a commencé. Et alors, moi, je le dis sans aucun négatif. La Novaya Gazeta, par exemple, a choisi la stratégie de jouer le jeu, rester en Russie et remplacer le mot guerre par des petites étoiles, par des astérisques. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils ont été reprimés et ils ont dû quitter la Russie. Vous savez, c'est comme jouer au football. Donc ouais, on va jouer au football, on va respecter les règles, mais une équipe va avoir des électrochocs, va avoir des armes et ils vont pouvoir s'en servir comme ils veulent. Et donc ils peuvent jouer, on peut jouer comme ça et il n'y aura pas de problème. Donc oui, on peut continuer à participer à ce match, mais c'est vrai que ce n'est pas équitable. C'est difficile de garder la neutralité, mais encore plus dur, c'est de comprendre où est cette neutralité, où est-ce qu'elle se pose. Il faut bien se rendre compte des faits et donner une analyse très exacte de ces faits. Donc la liberté de parole en France également. Merci beaucoup. Et j'ai compris que j'ai touché un sujet trop sensible. Je suis désolée, mais là, on va passer aux questions du public. Deux questions. Alors, donc, on a déjà deux questions. Merci. Très intéressant cette discussion. Vraiment, merci à tous les intervenants. Moi, j'avais une question pour Elena. Je trouvais que c'était ce que tu as dit sur le fait que certains faits sont ramenés à des versions, notamment par des médias français. Est-ce que ce constat, finalement, on ne peut pas dire que c'est une victoire de la propagande poutinienne sur l'information ? Et aujourd'hui, c'est tellement important parce qu'on est dans la désinformation de plus en plus intense, violente, même qui va jusqu'à la création de deepfake et autres avec l'utilisation de l'IA. À quel point, finalement, c'est une victoire du poutinisme sur l'information, même en France, même en Europe. Et vous évoquiez notamment, Paul, les plateaux
français et les différents intervenants russes sur les plateaux français. On a régulièrement ici le porte-parole de l'ambassade de Russie qui intervient et on le laisse faire, on le laisse parler, déferler tous ces mensonges. Est-ce que ça, jusqu'à quel point on peut le laisser faire? Parce que finalement, c'est propager de la désinformation. Et aujourd'hui, encore une fois, dans ce contexte qui est celui de la France et des élections européennes qui arrivent, à quel point on va laisser faire ça et à quel point c'est pour vous, pour des journalistes indépendants, acceptable? Alors, je ne vais pas parler de victoire ou de défaite parce que ça serait une appréciation. Je vais essayer de répondre de façon factuelle. Le danger de la propagande, c'est de ne pas savoir la reconnaître. C'est-à-dire lorsque cette propagande est facilement identifiable, lorsque Vladimir Poutine, par exemple, dit la Russie libère l'Ukraine, on sait que c'est de la propagande, c'est facile. Lorsque nous-mêmes avons intégré, comme je le disais, à notre propre récit des éléments de langage du mythe, en fait, et des éléments du récit du mythe qui, en fait, biaisent la base fondamentale de ce conflit, là, c'est beaucoup plus problématique. Et la propagande joue sur la durée et sur la longueur et sur le fait quotidien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous donnez la parole de façon libre et non bridée, comme le font nos médias, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, on est dans une société du spectacle, et il y a aussi une gradation entre la désinformation et la propagande que je peux évoquer, mais aujourd'hui, on veut donner la parole à tout le monde. La question, c'est comment est-ce qu'on donne cette parole? Moi, je ne dis certainement pas qu'il ne faut pas donner la parole officielle russe. Au contraire, il faut la donner, il faut la diffuser, il faut l'analyser et il faut être armé pour l'analyser. Lorsque BFM m'a appelé pour savoir si je voulais venir décrypter l'interview de Piotr Tolstoï en plateau, je leur ai dit que j'étais contre le fait de donner cette interview de la façon dont ils l'ont donnée, parce que c'était un propos brut, entier, sans contexte, sans analyse. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai choisi, moi, de travailler exclusivement sur la propagande, parce que pour moi, la propagande est l'information principale dans cette guerre, et le fait de l'expliquer et de la décrypter, et il est impossible aujourd'hui de donner cette parole brute, en fait. Et là où je parlais aussi d'autocensure, c'est que certains reportages, faits dans le Donbass notamment, sont là à donner une parole pas mise en contexte, parce que c'est celle du moment et qu'on la véhicule, et que ça, c'est très dangereux, parce que du coup, eh bien, on ne sait plus où est le vrai et où est le faux, où est-ce que la personne raconte des faits, où est-ce qu'elle donne une opinion, où est-ce qu'elle donne sa version. Effectivement, dans un cas, on pourrait penser que les gens sont armés pour voir que Piotr Tolstoï déroule un discours fascisant, mythique sur les valeurs traditionnelles, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que, en fait, d'abord, ça travaille sur la durée, et ensuite, il y a une énorme partie d'opinion publique qui est là, en fait, qui ne fait pas du tout la part des choses. Et pour qu'elle fasse la part des choses, la meilleure façon, c'est de l'informer, encore une fois, et on n'informe pas évidemment en créant de la confusion, et la propagande se nourrit avant tout de la confusion et du manque de confiance que crée cette confusion, en fait. C'est ce qui est fait à grande échelle dans l'espace russe, c'est ce qui est diffusé aussi à l'extérieur, et c'est pour ça que je dis qu'on doit sérieusement, les journalistes, réfléchir à la responsabilité qui est la nôtre, pas effectivement distribuer la parole, et toujours réfléchir à la façon dont on la distribue, et certainement pas combattre avec les mêmes armes, c'est-à-dire en faisant de la censure, en se disant on ne va pas donner la parole à telle partie, etc., mais en se disant comment l'intentionnalité, c'est ce qui fait la différence dans le juridique, dans la condamnation d'un crime, par exemple. Vous pouvez tuer une personne, mais quelle était votre intention lorsque vous le faites? Le journaliste et le propagandiste, c'est pareil. Et quelle est son intention? Est-ce que son intention est d'informer ou de manipuler l'opinion? Toujours cette question. Lorsque vous ne vous posez plus aujourd'hui la question de votre intention dans la diffusion d'un message en tant que journaliste, là, vous risquez de diffuser de la désinformation et non pas de la propagande, puisque vous n'êtes même pas peut-être conscient que vous allez faire de la propagande. Il y a des gradations, mais on doit vraiment beaucoup plus, davantage se poser les questions et être rigoureux, vraiment rigoureux dans ce qu'on diffuse. Et pour répondre à votre question, non, je n'estime pas qu'on ne doit pas donner la parole à un porte-parole de l'ambassade russe ou qu'on ne doit pas donner la parole à un propagandiste comme Piotr Tolstoï. Le problème, c'est que je pense que notre espace informationnel, malheureusement aujourd'hui, n'est pas assez armé pour prendre ces paroles en main et les transformer, ce qui est notre boulot journalistique, pour expliquer ce que véhicule cette parole.
Merci Elena. Une deuxième et dernière question, Oui, s'il vous plaît. c'est pas une question, c'est une révolte quelque part, hein, parce que je me rends compte que votre travail n'est pas diffusé. On a des journalistes qui diffusent que la propagande. Je vais vous dire, la 26 ou le Bolloré, ou bien ça. Je suis écœuré de voir les médias et des Français qui ne sont pas au courant. Ils ne veulent pas savoir. Ils deviennent eux-mêmes fanatiques. Qu'est-ce que ça veut dire contre les Russes? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas l'histoire, ils ne connaissent pas l'Est. La culture de l'Est, elle n'est pas diffusée en France. Je n'ai jamais pas imaginé que je suis européenne du cœur et des Balkans quelque part, voir une France qui a ignoré complètement. Vous dites mémorial. Il y a les mémorials que vous dites. Bien sûr, les Russes, ils ont débarrassé du nazisme, cette Deuxième Guerre mondiale. Ils oublient. L'histoire est oubliée ici. Vous savez que ça veut dire... Hein? Oubliez. Où sont les partis de gauche qu'ils n'ont pas écoutés? Les partis de gauche, hein? Nos partis de gauche. S'il y avait une gauche sincère, votre métier sera honoré. Voilà ce que je veux vous dire. Merci pour ce commentaire en faveur du journalisme libre et indépendant. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Pardon. Très modestement, je voulais attirer l'attention sur un paradoxe, c'est que pour le public, donc moi notamment, la confrontation à la vérité est quelquefois extrêmement difficile à digérer, parce que la réalité ou les faits de la vie en Russie qui nous sont présentés nous paraissent quelquefois échapper tellement à nos représentations intellectuelles qu'ils paraissent complètement invraisemblables. Je peux donner 3 petits exemples. On nous présente Vladimir Poutine comme pratiquement l'équivalent d'un chef mafieux. Et en même temps, c'est un stratège de la parole et de la manipulation des opinions qui est extrêmement sophistiqué. Et la constitution de ces 2 images, dans nos modes de pensée, la coexistence de ces 2 représentations, je trouve, nous mène à une extrême confusion. Si on regarde les petits fils qui étaient sur Telegram, je crois, ce matin, on avait l'explication de la raison pour laquelle aurait été arrêté un vice-ministre de la Défense pour des faits de corruption qui sont inimaginables dans nos représentations. Je prendrai également l'histoire des films qui avaient été réalisés sur le ministre des Affaires étrangères ou sur la villa de Poutine. Et en fait, dans nos représentations logiques occidentales, ce sont des choses qui nous semblent... qui sèment une confusion extrême parce que nous sommes incapables de comprendre comment un État peut fonctionner sur les bases de ces faits. Et voilà, je dois dire qu'il y a aussi une éducation. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Et je dois dire aussi... На самом деле это очень хороший point. Да, я... На два. Слушайте, ну мы сами удивлены. Ну, c'est très important comme vision des choses. Это, наверное, уже все устали, но как бы российская пропаганда. Oui, je dois vous dire que nous-mêmes sont assez surpris parfois. Pour le dire avec un euphémisme. Bon, je dois vous dire effectivement que la propagande russe, je vais encore faire la part belle de travail de mes collègues. Donc, Masha Barzonova, qui travaille sur la propagande russe. Donc, elle fait des vidéos en allemand et en anglais. Et effectivement, pour le public occidental, les Français, je pense que ce serait intéressant de regarder ce qu'elle fait, parce que ce n'est pas du tout du niveau à dire, voilà, c'est l'Ukraine qui nous a attaqués en premier.
la propagande a pris une autre ampleur. Donc, Macron est un gay et un pédophile. Et Scholz aussi est un pédophile et un gay. Donc, vous avez vu ce qu'ils font là en Europe? Ce sont des reptiles, ils mangent des enfants. Donc, en fait, on est vraiment descendu très très bas. Donc, ça peut paraître hallucinant, ça peut paraître un délire, mais c'est diffusé en permanence, 24 heures sur 24. Donc, parfois, il y a des personnages comme Michael Baum qui est invité en tant que quelqu'un qui on peut critiquer en live. Donc, c'est pas du tout au niveau des arguments des gauches, de droite. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment au niveau, voilà, tout le monde, ce sont des gays, des LGBT, ils vont pervertir notre population, ils vont venir et pervertir tous nos enfants, et même des hauts fonctionnaires russes disent que nous menons cette guerre pour qu'il n'y ait pas de gay pride dans le Donbass. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc effectivement, oui, c'est le niveau de la propagande russe d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est très compliqué ou même bizarre d'essayer de lutter contre cette propagande d'une façon logique, parce qu'effectivement, il faut juste l'arrêter. Oui, je pense qu'il faudrait au moins commencer déjà à traduire vers l'anglais tout ce que nous faisons. Oui, par exemple, quand Poutine parle des toilettes communes pour tous les genres et neutres en termes de genre, oui, nous on le traduisons, mais pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Oui, mais lui aussi, en fait, il parle aux personnes qui sont pour les valeurs traditionnelles en Europe et en Afrique. On en a déjà parlé hier et je pense que nous avons dépassé notre timing. Mais en tout cas, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est très surréaliste et c'est très difficile de lutter contre cette propagande d'une façon logique. Sur les valeurs traditionnelles, par exemple. Qui servent aussi bien à justifier une dépénalisation des violences domestiques que la guerre en Ukraine. Lorsque vous allez lire en fait les textes qui sous-tendent ces discours, par exemple comme le décret du 9 novembre 2022 sur les valeurs traditionnelles qui dit qu'une idéologie étrangère destructrice veut annuler les valeurs millénaires de la civilisation, du pays civilisationnel russe, etc. Et lorsque vous voyez que cette politique est mise en place à grande échelle pour transformer un pays sur plusieurs générations, parce qu'elle est y compris diffusée à la jeune génération, il faut vraiment quand même se départir aussi, je crois, de cet aspect risible et anecdotique qu'on est en train de mettre en avant pour comprendre à quel point c'est dangereux. Et juste un dernier mot, Solzhenitsyn disait que la différence entre les méchants soviétiques et les méchants shakespeariens était que les seconds n'avaient pas d'idéologie et du coup ils ne tuaient jamais plus de 10 personnes et que ceux qui en ont une peuvent tuer des millions. Et je crois que c'est vraiment attention, pour moi en tout cas, de ne pas rire trop de cette propagande, parce que le projet derrière est absolument terrifiant et nous menace tous. Désolée pour cette petite intervention anxiogène. D'ailleurs, c'est déjà la propagande russe qui a tué des milliers de personnes en Ukraine. Je vous remercie à tous pour votre attention et nous allons clore cette discussion. Merci. Je laisse les sortir, non? Tu voulais que je...